Je n'oublierai jamais la façon dont elle l'a dit. Christine, ma femme depuis 8 ans, a plié sa serviette avec une précision chirurgicale, puis a annoncé calmement, pendant que nous mangions du poulet rôti et de la purée de pommes de terre, je veux divorcer. Sans avertissement, sans voix tremblante, juste une phrase douce et répétée, lancée au milieu d'un dîner de mardi comme s'il s'agissait d'un article sur une liste de courses. Je l'ai fixé. Le couteau dans ma main s'est arrêté à mi-course. La vapeur s'élevait de mon assiette, mais je ne sentais plus la chaleur. Pardon, dis-je, car j'avais sûrement mal entendu. Elle a levé les yeux. Ce visage, qui fut autrefois le centre de mon monde, était indéchiffrable. Ses cheveux bruns tombaient proprement sur ses épaules, son maquillage impeccable. Ses yeux, cependant, n'ont pas croisé les miens. J'ai besoin d'espace, dit-elle. De clarté. Ce mariage est devenu un poids. Je stagne dans ma carrière, Marc. Nous le savons tous les deux. Et je ne peux plus me permettre de distraction. Un poids. Ce mot a résonné dans ma tête comme une cloche qui tombe. Pas une personne, pas un partenaire. Un poids. J'ai dégluti, essayant toujours de digérer l'information. Cherchant toujours dans son visage un signe d'émotion. Mais elle était sereine, professionnelle, presque comme si elle avait déjà déposé les papiers dans sa tête. Qu'est-ce que mon soutien a à voir avec ta carrière ? Ai-je demandé, ma voix plus basse que je ne l'attendais. Elle m'a enfin regardé dans les yeux, et ce que j'y ai vu m'a glacé. Ce n'était pas de la cruauté. C'était du détachement. Tu as été stable, prévisible, mais pas inspirant, dit-elle, comme si elle critiquait une proposition commerciale. J'ai besoin d'évoluer, Marc. Et pour cela, je dois laisser derrière moi ce qui me retient. Je ris une seule fois, un rire sec et sans joie. Alors je suis une bosse sur ta route vers l'illumination. Elle n'a pas bronché. Elle a simplement attrapé son vin. Ce n'est pas juste. Non, tu sais ce qui n'est pas juste ? J'ai posé ma fourchette. 8 ans de dîner, de vacances, de factures, de visites chez le médecin, de discours d'encouragement nocturne, soudainement réduit à une évaluation de performance, et j'échoue pour avoir été prévisible. Elle ne dit rien, regarda simplement au-delà de moi, comme si le mur derrière moi était soudainement plus intéressant. Le silence qui remplit la pièce n'était pas vide. Il était plein de toutes les disputes que nous n'avions jamais eues, de toutes les excuses que je n'avais jamais reçues, de chaque sourire qu'elle avait feint quand les choses n'allaient pas bien. « Tu fais vraiment ça ?» ai-je demandé. Elle a hoché légèrement la tête. Puis, et cette partie me entra, elle a attrapé un petit pain comme si nous étions simplement entre deux sujets de conversation. Je me suis reculé de la table. Ma poitrine était serrée. Pas par chagrin. Du moins pas encore. Non, c'était quelque chose de plus laid. Une douleur lancinante de trahison qui n'avait même pas eu la décence de provenir de l'infidélité ou de mensonge. Elle provenait de l'indifférence. C'est ce qui la rendait impardonnable. Christine ne me quittait pas pour quelqu'un d'autre. Elle me quittait pour une version d'elle-même qui ne pouvait pas exister si je restais. Je suis sorti de la salle à manger, sans claquer la porte, sans crier, juste en marchant, car toute autre chose aurait semblé être une supplication. Avez-vous déjà réalisé que toute votre vie est en train de changer alors que le dîner est encore chaud ? Ce soir-là, je me suis tenu près de la fenêtre de notre duplex de banlieue, regardant un voisin promener son chien le long de haies taillées et de lumières de porche. Tout avait l'air identique à l'extérieur, mais à l'intérieur, mon mariage était mort sur une chaise encore chaude du dîner. On dit que lorsqu'un os se brise nettement, ça fait moins mal. Mais ça, c'était des éclats sous la peau. Et pourtant, quelque chose en moi murmurait déjà, ne répare pas ça, Marc. Ne poursuis pas ce qui t'a laissé partir si facilement. À l'époque, j'étais chef de projet dans une entreprise de logistique. Horaire stable, bon salaire, rien de tape à accent grave-l'œil. J'entraînais le football des jeunes le samedi, je faisais des barbecues le dimanche. Le genre de personne qui pensait que la fiabilité était une vertu. Je ne l'ai pas vu venir. C'était peut-être ça mon crime. Mais même alors que ses pas résonnaient dans le couloir, même alors que la porte de la chambre se fermait avec un clic qui sonnait trop définitif, je savais que ce n'était pas fini. Pas encore. 5 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit à la table. 5 ans depuis que Christine avait largué notre mariage comme un sac de sable d'une montgolfière à la dérive. Je pensais que je m'effondrerais, mais au lieu de ça, j'ai flotté lentement, puis régulièrement,
jusqu'à ce que j'apprenne à diriger la chose par moi-même. J'avais construit quelque chose à partir des décombres. Je suis devenu consultant indépendant, stratégie de projet et restructuration pour des entreprises de taille moyenne. Assez corporate pour bien payer, assez indépendant pour respirer. Certaines semaines, je volais d'une côte à l'autre. D'autres, je travaillais simplement depuis un chalet tranquille en périphérie d'Asheville. J'aimais ce rythme, le calme au milieu du bruit. Alors, quand l'invitation est arrivée, un sommet de leadership exclusif dans un complexe hôtelier rustique et chic du Vermont, je n'ai pas hésité. J'ai réservé mon vol, emballé mon costume gris et me suis dit que ce n'était qu'un autre travail. Une autre foule de cadres anxieux et d'égos de conférenciers. Puis j'ai vu son nom sur l'itinéraire. Christine Whitmore, vice-présidente senior, panéliste, conférencière principale. Pendant une seconde, je l'ai fixée. Non pas parce que je ne m'attendais pas à ce qu'elle grimpe les échelons. J'ai toujours su qu'elle le ferait. Mais à cause de l'étrangeté de revoir son nom sur quelque chose, imprimé proprement, comme s'il n'y avait aucune histoire attachée. La première fois que nos regards se sont croisés à nouveau, c'était dans le couloir entre les sessions. Je ne l'ai pas reconnue tout de suite, non pas parce qu'elle avait l'air différente, mais parce qu'elle se déplaçait différemment maintenant. Elle ne balayait pas la foule du regard comme avant, n'essayant pas de dominer chaque espace. Elle portait ses cheveux relevés en un simple chignon. Ses talons étaient pratiques, pas pointus, et son expression, curieusement, indéchiffrable. Marc, sa voix était la même. Douce, confiante, avec une pointe d'amusement à la fin. Je me suis tourné. Christine. Aucun de nous n'a offert de poignée de main. Nous sommes juste restés là un moment, à nous observer comme des étrangers étudiant un horizon familier sous un nouvel angle. Je ne m'attendais pas, commença-t-elle. À me voir, ai-je terminé avec un petit sourire. Elle a haussé les épaules, mais ses yeux ont vacillé. Tu as l'air bien. Le conseil me tient en forme, dis-je. Ça lui a arraché un léger rire. J'ai lu certaines de tes choses, dit-elle. Des publications sur LinkedIn, des livres blancs. Tu es perspicace. J'ai incliné la tête. Tu suis mon travail. Elle a détourné le regard brièvement, puis l'a ramené sur moi. Je suis ce qui compte. Nous étions trop près pour être à l'aise et trop loin pour boucler la boucle. Et le couloir bourdonnait de discussions. D'autres participants passaient, nous frôlant avec des tasses de café et des porte-documents, ignorant la tempête silencieuse entre nous. J'étais sur le point de m'excuser quand elle a dit « Tu restes pour le dîner de réseautage ce soir ?» Probablement, dis-je. Ça dépend du vin. Elle a souri. Un vrai sourire cette fois, pas celui qu'elle utilisait dans les salles de réunion ou les interviews. Pendant une seconde, cela m'a ramené à une version d'elle que je n'avais pas vue depuis avant que le silence n'engloutisse notre maison. On devrait se rattraper, dit-elle. Vraiment parler. Et pour des raisons que je ne pouvais pas tout à fait expliquer, j'ai hoché la tête. D'accord. Plus tard dans la soirée, je l'ai observée de l'autre côté de la salle de banquet. Elle était assise avec un groupe de cadres, riant d'une manière qui faisait briller ses boucles d'oreilles. Mais de temps en temps, ses yeux se posaient sur moi. Et quand je croisais son regard, elle ne le détournait pas. Cela aurait dû être plus froid, plus étrange, mais ce n'était pas le cas. On aurait dit deux vieux fantômes apprenant à habiter la même pièce sans crier. Nous n'avons plus parlé cette nuit-là. Juste un petit signe de tête avant que je ne sorte sur la terrasse pour prendre l'air. Le ciel au-dessus du Vermont était clair et net, les étoiles piquant comme du verre sous pression. Je me souviens avoir pensé, ça n'a aucun sens. J'aurais dû ressentir de l'amertume, du ressentiment, n'importe quoi de tranchant. Au lieu de ça, il y avait ce calme étrange, comme si la retrouver ne rouvrait pas la blessure, mais révélait la cicatrice, et d'une certaine manière, cela faisait plus mal en silence. Que feriez-vous si la femme qui vous a un jour laissé avec rien d'autre que des échos réapparaissait soudainement dans votre vie, plus calme, plus âgée et souriant comme si elle ne vous avait jamais laissé saigner? Moi? J'ai respiré l'air de la montagne, j'ai regardé vers les portes par lesquelles je venais de passer et j'ai attendu le matin. Nous nous sommes retrouvés pour un café le lendemain matin. Pas de préparation dramatique, juste deux personnes d'un passé commun assises l'une en face de l'autre dans un petit café à l'intérieur de l'atrium vitré de l'hôtel. Le soleil matinal se déversait sur le sol en bande silencieuse, projetant de longues ombres sur des tables en chêne et des inconnus sirotant lentement leur boisson. Christine est arrivée avec 2 minutes de retard mais ne s'est pas excusée.
Elle a simplement souri et s'est glissée dans la chaise en face de moi comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Tu le bois toujours noir ?» demanda-t-elle en désignant ma tasse. « Tu t'en souviens encore ?» ai-je rétorqué. Elle a haussé les épaules, mais j'ai vu la légère courbe au coin de sa bouche. Certaines habitudes sont difficiles à oublier. Les premières minutes furent maladroites. Des commentaires sur la conférence, des plaisanteries sur l'obsession de l'industrie pour le jargon et les récompenses autocongratulatoires. Mais alors quelque chose a changé. La conversation s'est détendue. Nous avons ri. Pas des rires polis, mais un vrai rire, grave, qui a roulé sous la table. J'avais oublié qu'elle pouvait être drôle de cette manière sèche et chirurgicale, glissant des pics dans des phrases désinvoltes comme si elle faisait partie de la garniture. Et pendant un moment, cela ne ressemblait pas à une reconnexion post-divorce. Cela ressemblait à deux personnes redécouvrant la version d'elles-mêmes qui existait avant que tout ne tourne mal. À un moment donné, elle s'est adossée, son café à la main, et m'a étudié en silence. « Tu as l'air plus léger », dit-elle. J'ai haussé un sourcil. « Plus léger ?» ?»« Oui », dit-elle en plissant légèrement les yeux, comme si la tension que tu portais sur tes épaules avait disparu. C'est étrange. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste remué le café dans ma tasse, regardant les ondulations disparaître. Peut-être que je me suis lassé de porter des choses qui n'étaient pas les miennes, dis-je. Elle a incliné la tête, considérant cela pendant un moment. Le silence s'est installé entre nous, mais il n'était pas gênant. Il était pensif, comme si nous passions tous les deux en revue de vieux souvenirs qui ne faisaient plus aussi mal. « Tu sais, » dit-elle, la voix plus douce maintenant, « je pensais que les gens ne pouvaient pas changer, que nous sommes simplement ce que nous sommes, programmés dans des habitudes, coincés dans des rôles. » Et maintenant, elle a expiré par le nez. Maintenant, je ne sais pas. J'ai vu trop de versions de moi-même ces dernières années. Certaines m'ont plu, d'autres moins. Voilà, la première fissure dans son armure. Subtile, tacite, mais là. Et ça m'a pris par surprise car une partie de moi l'avait construite dans mon esprit comme cet objet inamovible, calculateur, sans remords. Mais maintenant, de l'autre côté d'une table en bois rayée dans le café d'un hôtel, elle semblait être une autre personne, ou peut-être quelqu'un de plus honnête. Alors que je remuais le reste de mon café, je me suis retrouvé à poser une question que je ne m'attendais pas à poser. « Ça te manque parfois ?» Elle a levé les yeux. « Quoi ? » L'ordinaire, le rythme domestique, les listes de courses et les chaussettes dépareillées. Son sourire s'est estompé juste assez pour me dire que la réponse importait. « Plus souvent que je ne l'admets, » dit-elle. Nous ne nous sommes pas touchés, nous n'avons franchi aucune ligne évidente, mais quelque chose a changé ce matin-là. Pas un retour à l'amour, non, mais à la reconnaissance. À cet espace gris dangereux où le souvenir rencontre la curiosité. Quand je me suis levé pour partir, elle m'a légèrement touché le bras, juste assez pour ancrer le moment. « Merci pour le café », dit-elle. J'ai hoché la tête. Mais en m'éloignant, quelque chose a tiré en moi. Pas de regret, pas d'espoir, juste la question silencieuse et troublante, les gens peuvent-ils vraiment changer ? C'était la deuxième nuit du sommet. L'air frais entrait du lac, et le vin sur la terrasse avait un goût assez cher pour prétendre que nous n'étions pas entourés de présentations et de badges. Christine m'avait demandé de la rejoindre pour un verre tranquille avant l'événement principal de la soirée. J'ai accepté, plus par curiosité que par nostalgie. Nous nous sommes assis côte à côte sur des chaises rembourrées qui donnaient sur l'eau. Elle avait enlevé ses talons, les avait rangés sous sa chaise, et tenait son verre à deux mains comme s'il contenait une vérité qu'elle n'avait pas encore décidé de verser. La conversation fut légère au début. Des potins de l'industrie. Un rire sur la façon dont quelqu'un dans le discours principal avait utilisé le mot « synergiser » 10 fois en une seule diapositive. Puis vint le changement. Elle m'a regardé. Sérieuse maintenant. Il y a quelque chose que je voulais te dire. Je n'ai pas bronché, j'ai juste attendu. Sa voix a baissé. Quand j'ai demandé le divorce, j'avais une liaison. Le temps a ralenti. Je n'ai pas cligné des yeux. Avec mon patron, a-t-elle ajouté. Pendant environ 6 mois avant que je ne parte. Il s'appelait Patrick. Tu ne le connaissais pas, a-t-elle dit, de la manière dont les gens mentionnent une crevaison qu'ils ont eue un jour. Agaçant, gênant, mais à peine la fin du monde. Je fixai la ligne sombre où le lac embrassait le ciel. Tu n'étais pas obligé de me le dire, dis-je à voix basse.
Je sais, a-t-elle répondu. Mais je voulais le faire. Je suppose que j'en avais besoin. J'ai hoché la tête une fois. Pour tourner la page? Elle but son vin. Probablement par culpabilité. L'honnêteté a fait plus mal que la liaison elle-même. Car la culpabilité impliquait au moins que j'avais raison de me sentir trahi. Que mon instinct ne m'avait pas menti toutes ces années où quelque chose n'avait jamais tout à fait collé. Ce qui m'a le plus blessé, ai-je dit après une longue pause, ce n'est pas que tu aies cessé de m'aimer. C'est à quel point tu l'as fait paraître facile. Cela la réduisit au silence. Je me suis levé lentement, passant une main sur la manche de ma veste. Mon verre de vin était encore à moitié plein, mais je n'avais pas envie de le finir. Merci de me l'avoir dit, ai-je dit. Puis je me suis éloigné. Pas d'accusation, pas de voix élevée, juste une sortie silencieuse et propre. Car ce qu'il y a avec les vieilles blessures, c'est qu'elles ne crient plus. Elles murmurent. Quand je suis retourné à l'hôtel, la musique de la salle de bal a commencé à monter. Un instrumental de jazz flottant dans le couloir. Je n'ai pas regardé en arrière, mais je pouvais sentir ses yeux sur moi. Et pour la première fois depuis que nous nous étions retrouvés, je ne me demandais pas si les gens pouvaient changer. Je me demandais pourquoi certaines vérités ne sont dites qu'une fois qu'elles ont perdu le pouvoir de défaire quoi que ce soit. De retour dans ma chambre d'hôtel, je me suis assis sur le bord du lit, toujours habillé, fixant la fenêtre sombre. Les lumières de la ville en bas étaient un flou à travers la vitre, embuées par la chaleur de mon souffle. Je n'avais pas bougé depuis ce qui semblait être des heures. Je n'avais pas pleuré. Je n'avais pas frappé un mur, mais quelque chose en moi avait changé silencieusement et de façon permanente. Connaissez-vous ce moment où un puzzle a soudainement un sens? Quand vous inclinez la tête et voyez comment les lignes irrégulières, les couleurs dépareillées n'étaient jamais aléatoires. C'est ce que j'ai ressenti. La froideur dans ses yeux la nuit où elle a demandé le divorce. La façon dont elle a ignoré chaque question. L'étrange culpabilité dans sa gentillesse d'alors. La façon dont elle n'a jamais vraiment pleuré la faim. Tout prenait sens maintenant. Patrick, un nom sans visage. Mais soudain, il était partout dans ma mémoire, assis silencieusement à cette table avec nous, respirant dans mon cou quand je rentrais tard et que Christine était déjà au lit, souriant à elle-même. Je ne l'avais simplement pas vue alors. Je passais une main dans mes cheveux et regardais mon reflet dans la vitre sombre. J'avais l'air calme, trop calme. La vérité avait atterri comme la neige, silencieuse, sans poids jusqu'à ce que vous essayiez de bouger et que vous sentiez à quel point elle s'était accumulée. Je me suis souvenu des 6 premiers mois après son départ. Comment je ne pouvais pas dormir plus de 3 heures sans me réveiller, paniqué et ne sachant pas pourquoi la maison semblait si vide. Comment je vérifiais mon téléphone plus de fois que je ne l'admettrais jamais, espérant un message, une fissure dans son silence qui me permettrait d'espérer. Et tout ce temps, elle ne faisait pas que tourner la page. Elle était déjà partie. J'avais fait le deuil de quelque chose qui était déjà mort. L'absurdité de la chose me fit rire une seule fois. Ce n'était pas amer, ni même en colère, juste ce son sec et creux qui est à peine sorti de ma gorge. Je me suis levé et je me suis dirigé vers le petit bureau près du mur, j'ai ouvert le tiroir, j'ai sorti le bloc-notes et le stylo de l'hôtel. Je ne savais même pas pourquoi. Peut-être pensais-je qu'écrire quelque chose calmerait le bruit dans ma tête, mais ma main s'est figée à mi-chemin du papier. Elle tremblait un peu, à peine perceptible, mais c'était là. Preuve que peu importe à quel point j'avais l'air serein, quelque chose à l'intérieur de moi se dénouait. J'ai fermé le bloc-notes et j'ai posé doucement le stylo, comme si j'avais peur de réveiller quelque chose qui dormait depuis trop longtemps. Dans le coin, mon téléphone s'est allumé avec un nouveau message. Christine, ça va. 3 mots. Je les ai fixés pendant un long moment. Non pas parce que je ne savais pas quoi dire, mais parce que je savais exactement ce que je voulais dire. Pourquoi maintenant? Pourquoi me le dire après toutes ces années? Penses-tu que cette petite confession te purifierait? Qu'elle me ferait me sentir entier? Mais au lieu de cela, j'ai pris le téléphone et j'ai tapé 2 mots. Marc, ça va. Envoyé. Puis j'ai posé le téléphone face contre terre. Le genre de douleur qui me dévorait autrefois s'asseyait simplement à côté de moi comme un vieil ami qui n'avait plus besoin de crier pour être entendu. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai appuyé mon front contre la vitre. En bas, la ville continuait de bouger. Les voitures se frayaient un chemin à travers les intersections, les lumières s'allumaient et s'éteignaient, et quelqu'un quelque part riait assez fort pour résonner dans la cour.
Le monde ne s'est pas arrêté juste parce que la vérité a finalement éclaté. Ce qui est drôle, c'est que la trahison elle-même n'a pas fait aussi mal que l'arrogance silencieuse de son timing. Comme si elle pensait que j'étais enfin assez fort pour le supporter. Alors que la vérité, c'est que j'avais cessé d'avoir besoin de quoi que ce soit d'elle depuis longtemps. Et pourtant, une partie de moi ressentait encore cette vieille douleur. Non pas parce que je la voulais de retour, mais parce que je me souvenais de qui j'étais quand je l'aimais, et cet homme méritait mieux. Le lendemain matin, son nom a de nouveau illuminé mon téléphone. Christine, je voulais juste dire que je suis désolé pour tout. J'espère que tu vas bien. Je l'ai regardé en me brossant les dents. Le téléphone appuyé contre le miroir, le dentifrice encore mousseux. Ces mots ne m'ont pas touché comme avant. Il n'y a pas eu d'effondrement dans ma poitrine, pas d'espoir fou qui s'agite, juste une sorte de curiosité distante. Je me suis rincé, je me suis essuyé la bouche et j'ai pris le téléphone. Marc, ça va, merci. C'est tout. Je ne lui ai pas demandé comment elle avait dormi. Je ne lui ai pas demandé si elle voulait parler davantage. Je suis resté concis. Elle a répondu 1 minute plus tard. Christine, je le pensais sincèrement. J'ai eu tort à l'époque. Tu ne méritais pas ça. Une autre pause, puis. Christine, je suis contente que tu ailles bien. Tu as l'air plus heureux. Celle-là a mis 1 seconde à être assimilée. Plus heureux? Je ne m'étais pas considéré en ces termes. J'étais fonctionnel, concentré, calme. Était-ce à ça que ressemblait le bonheur maintenant? J'ai tapé une autre réponse. Marc, on grandit tous, je suppose. Ce n'était pas du sarcasme, juste la vérité. À partir de là, nous nous sommes échangés quelques messages supplémentaires. Décontracté, poli, sûr. Elle m'a envoyé une photo du lac au coucher du soleil. J'ai répondu avec une photo de mon café et d'une pile de dossiers clients. Elle a ri d'un article que je lui avais transféré. Quelque chose sur la façon dont le jargon d'entreprise ruinait l'humanité. C'était surréaliste. Nous n'étions pas amis. Nous n'étions pas ennemis. Nous étions 2 personnes qui avaient un jour brûlé ensemble et qui s'asseyaient maintenant en silence près des cendres, traçant des contours dans la suie. Ce soir-là, j'ai commandé le service d'étage. Quelque chose dans la salle à manger me semblait trop bruyant, trop rempli d'étrangers polis et d'intentions soignées. Je me suis assis près de la fenêtre, mon plateau sur mes genoux, regardant le ciel scintiller entre le bleu profond et l'indigo. Un autre message a vibré. Christine, je pense encore à toi parfois. Pas de manière romantique, juste en me demandant où tu es allé. J'ai regardé l'écran. C'était une phrase qui ne demandait pas de réponse et pourtant, elle tirait sur les coins de quelque chose que j'avais depuis longtemps rangé. Je n'ai pas répondu. Pas tout de suite. Au lieu de cela, je me suis servi un verre d'eau, j'ai marché pieds nus jusqu'à la fenêtre et j'ai regardé les silhouettes des pins se balancer dans le vent. Quand je me suis enfin rassis, j'ai écrit. Marc, je ne suis allé nulle part. Tu as juste arrêté de regarder. Et puis j'ai verrouillé l'écran. C'était ça, la différence maintenant. Je ne poursuivais plus ces mots. Je ne me torturais pas pour déchiffrer chaque message. Je les lisais. Je les comprenais, mais je ne vivais pas en eux. Elle tâtonnait, peut-être par culpabilité. Peut-être par une véritable réflexion. Et peut-être croyait-elle vraiment qu'elle faisait preuve d'affection. Mais l'affection qui arrive après le mal ne semble pas chaleureuse. Elle semble stratégique. Pourtant, nous avons continué à nous envoyer des messages. Elle m'a raconté un incident dans une salle de réunion. Je lui ai parlé d'un client qui voulait lancer un produit appelé Brain Fuel, qui s'est avéré être du thé aux champignons réchauffé dans une bouteille de 14 $. Nous avons ri, ou nous avons tapé, ce qui est presque la même chose. Mais sous chaque ligne, je pouvais le sentir. Elle testait la distance, essayant de mesurer jusqu'où elle pouvait se pencher avant que je ne recule. Et je la laissais faire, non pas parce que je la voulais de retour, mais parce que je voulais qu'elle voie ce qu'elle a brisé et à quel point ça continuait de bouger sans elle. Elle a envoyé le message peu après 9 heures, juste au moment où j'étais sur le point d'éteindre mon ordinateur portable et de mettre fin à la soirée. Christine, idée folle. Le gala annuel de mon entreprise a lieu la semaine prochaine. Smoking, sur un toit, traiteur, douloureusement chic. Veux-tu venir avec moi? Comme au bon vieux temps, mais en mieux. Peut-être un nouveau départ. Je fixais ces mots pendant un long moment.
Comme au bon vieux temps. Je savais exactement ce que cette phrase ferait. Je savais qu'elle réveillerait un fantôme. Quelque chose d'enterré mais encore chaud dans la terre. Je ne répondis pas tout de suite. Au lieu de cela, je me levai et me dirigeai vers la fenêtre. La lune était basse sur la cime des arbres, gonflée et immobile. Je pouvais voir mon faible reflet dans la vitre. Même visage, même posture, mais quelque chose dans les yeux s'était calmé avec les années. Plus froid, juste plus précis. Serait-ce une erreur de dire oui? Probablement. Mais certaines décisions ne sont pas une question de bien ou de mal. Elles sont une question de clarté. Alors j'ai écrit. Marc, bien sûr. Ça a l'air intéressant. Pas d'émoji, pas de point d'exclamation, juste ça. Elle répondit plus vite que je ne m'y attendais. Christine, vraiment? Tu viendras. Marc, j'ai dit que je le ferai. Une pause. Christine, je t'enverrai les détails. C'est formel. Je t'enverrai le lien pour confirmer ta présence. Ne me laisse pas tomber cette fois. Clin d'œil. Le clin d'œil a fait plus mal qu'il n'aurait dû car ce n'était pas du flirt. C'était quelque chose de pire. De la familiarité. Elle s'était glissée de nouveau dans le confort comme si nous n'avions pas été brisés pendant des années. Comme si la vérité qu'elle avait lâchée autour d'un verre de vin il y a 2 nuits ne résonnait pas encore dans mes os. Mais j'ai gardé mes réponses courtes, neutres, comme un homme lisant un téléprompteur. Cette nuit-là, je suis resté éveillé plus longtemps que d'habitude. Pas agité, juste conscient. Conscient de l'étrangeté de revenir vers la même femme qui m'avait un jour démantelé sans même élever la voix. Mais c'est ça, le truc avec le silence. Une fois que vous apprenez à vous y asseoir, vous cessez de craindre l'écho. Je me suis dit que ce n'était rien, juste un gala, une occasion de porter un smoking, de siroter un cocktail amer et de hocher la tête pendant les introductions. Je pouvais gérer ça. J'avais fait pire. Mais sous cette certitude calme se cachait quelque chose de plus silencieux, quelque chose d'agité, pas de peur, pas d'espoir, quelque chose de plus vif, le genre de quiétude qui n'arrive qu'avant une tempête. Le lendemain, elle m'a envoyé l'invitation. J'ai cliqué sur « Accepter » sans hésiter. Pas de frisson de nervosité, pas d'excitation, juste le rythme régulier d'un homme qui comprenait ce qui se préparait mais ne s'y est pas. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il ne s'agissait pas de romance. Il s'agissait d'affronter le dernier acte sur un toit sous les lumières de la ville, aux côtés de la femme qui avait un jour confondu la culpabilité avec la croissance. Elle voulait un nouveau départ. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que j'en avais déjà eu un. Le gala s'est tenu au 23e étage d'un immeuble de verre du centre de Boston. L'horizon scintillait autour de nous comme un décor de théâtre. Les serveurs se déplaçaient comme des fantômes avec des plateaux de champagne et tout le monde portait le même sourire étudié. Ambitieux, poli, indéchiffrable. Je suis arrivé peu après 7 heures. Christine m'a trouvé en quelques minutes. Elle était éblouissante. Une robe noire et élégante, des bijoux minimalistes, ses cheveux relevés juste assez pour dire « Je contrôle tout ce que je touche ». Marc, a-t-elle soupiré en me voyant. Ses yeux ont parcouru le smoking, la cravate, le rasage de près. Tu as l'air différent. Toi aussi, ai-je dit. Sans sourire, juste la vérité. Elle a pris mon bras. Comme s'il me manquait. Nous avons fait le tour. Elle me présentant aux membres du conseil d'administration, aux consultants, aux associés juniors. La plupart d'entre eux n'avaient aucune idée de qui j'étais, juste un autre homme à l'allure réussie lors d'un autre événement de haut niveau. Mais de temps en temps, elle me regardait quand personne ne le faisait, comme pour vérifier si j'étais vraiment là. À un moment donné, alors que je discutais avec un directeur financier de projection fiscale, je me suis glissé sur la terrasse. J'avais besoin d'air, ou de distance. C'est là que j'ai rencontré Ava. La vingtaine, peut-être 30 ans. Mâchoire affûtée, sourire doux, elle travaillait dans l'analyse, nouvelle dans l'entreprise. Nous avons commencé à parler de la vue, de la ridicule complexité des canapés qui nécessitaient une explication. Elle a ri de ma blague, sincèrement, pas par politesse. Il y avait une facilité entre nous. Rien de dramatique, juste de la légèreté. Christine nous a rejoints après un moment. Son sourire en voyant Ava s'est un peu estompé. Elle l'a rapidement retrouvé, mais je l'ai capté. Ava, voici Marc, un vieil ami, a dit Christine, la voix neutre. Nous nous sommes rencontrés,
a dit Ava, toujours souriante. La demi-heure suivante s'est déroulée en couches lentes, du genre que l'on ne voit clairement qu'avec le recul. Christine s'est excusée pour saluer un client. Ava est restée. Nous avons discuté davantage. Rien de suggestif, rien d'inapproprié, mais le genre de conversation que Christine dominait autrefois. Puis, sans prévenir, alors que le vent se levait et que les rires s'échappaient des portes ouvertes, Ava s'est légèrement penchée. « Je devrais te laisser retourner à ton rendez-vous » a-t-elle plaisanté. J'ai secoué la tête. Je suis venue seule. Elle a incliné la tête. Vraiment ? Vraiment. Et puis j'ai fait quelque chose qui ne m'a pas semblé impulsif du tout. Je l'ai embrassée. Doucement, brièvement, rien de scandaleux, mais visible. Christine l'a vu. Elle était à mi-chemin de nous, un verre de vin à la main, les yeux déjà plissés. Au moment où son regard a atterri, elle s'est arrêtée. Notre baiser s'est rompu un instant plus tard, et j'ai tourné la tête légèrement, juste assez pour croiser les yeux de Christine de l'autre côté de la terrasse. Son visage a pâli, puis a rougi, mais elle n'est pas partie en trombe. Elle n'a pas crié. Elle est restée là, clignant des yeux. Les lèvres entr'ouvertes comme si elle ne pouvait pas décider si elle devait parler ou se briser. L'humiliation n'était pas dans le baiser lui-même. Elle était dans le fait que je ne l'ai pas expliqué. Je n'avais pas l'air désolé. Je ne l'ai pas poursuivi avec des excuses ou des avertissements ou de la honte. J'ai simplement observé. Et puis je me suis tourné vers Ava, aussi calme que jamais, et j'ai demandé, « Vous voulez un autre verre ?» Ava a dit, « Oui ». Christine était partie quand j'ai regardé à nouveau. Juste un morceau vide de sol en pierre où elle se tenait. Je ne l'ai pas suivi, je n'en ai pas eu besoin, car à ce moment silencieux entre le contact visuel et la retraite, j'ai vu tout ce dont j'avais besoin. Je n'étais pas venu ici pour tourner la page. J'étais venu pour reprendre le contrôle. Mais ce soir, elle a enfin compris qu'elle ne l'avait plus. L'appel est arrivé le lendemain après-midi. J'étais assis dans un café non loin de l'hôtel, regardant la vapeur s'échapper de mon café quand son nom a illuminé l'écran. Christine. J'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Salut, dis-je, neutre. Sans émotion, sans invitation. Salut, répondit-elle, sa voix semblant un peu comme si elle l'avait répété toute la matinée. Je ne voulais pas attendre trop longtemps. Je pensais qu'on devrait peut-être parler. Je pris une lente gorgée. Vas-y. Il y eut une pause. Je pouvais presque l'entendre organiser son ton, passer en revue les options. Décontractée, blessée, nonchalante. Elle a atterri quelque part entre le professionnel et le suppliant. J'ai vu ce qui s'est passé hier soir, commença-t-elle. Et je voulais juste dire que je ne suis pas en colère. Honnêtement, je comprends. Elle s'éclaircit doucement la gorge. Je ne te dois rien. Et si c'est là où tu en es maintenant, si c'est ce que tu veux, je le respecte. Une autre pause. Je veux dire, ça a fait mal. Je mentirais si je disais que non. Mais nous savons tous les deux que nous tournons autour de quelque chose de compliqué. Et peut-être que ce moment a simplement tout clarifié. J'ai laissé le silence s'installer entre nous. Une pression lente et constante. Elle a insisté. Je ne suis pas en colère, Marc. Et je n'essaie pas de réécrire le passé. Je pense juste que s'il y a encore quelque chose ici, quelque chose qui vaille la peine d'être exploré, je suis ouverte à ça. Sinon, je me retirerai. Plus de silence. Elle a essayé d'alléger le ton avec un rire, mais il s'est un peu brisé sur les bords. Waouh, on dirait une entrevue d'embauche. Pourtant, je n'ai rien dit, car que dit-on à quelqu'un qui décide enfin d'être gentil après des années de calcul ? À quelqu'un qui vous construit un pont seulement après avoir brûlé la maison. Sa voix s'est encore adoucie. Je ne demande rien de grand. Pas encore. Juste peut-être un café de nouveau, ou une promenade. Sans pression. Elle a attendu, et je l'ai laissé faire. Non pas pour la blesser, mais pour laisser le poids de ses propres mots s'installer sans interruption. Finalement, j'ai parlé. Tu as fini ? C'est tout. Pas de colère, pas de sarcasme, juste 4 mots simples. Sa respiration s'est légèrement entrecoupée. Oui, dit-elle. Je suppose que oui. D'accord, ai-je rétorqué. Elle a hésité. Alors, qu'en penses-tu ? Je regardais vers la rue, vers les étrangers qui passaient avec leurs propres histoires,
leur propre fin et début. Et je lui ai offert la même chose qu'elle m'avait autrefois donnée. Rien. Pas d'opinion, pas de réconfort, juste le faible bourdonnement de l'indifférence qui sonne comme un tournant de page. Je pense que je dois y aller, dis-je doucement. Un long silence. Puis, d'accord, dit-elle, sa voix à peine audible. Je n'ai pas dit au revoir, j'ai juste terminé l'appel. Le téléphone s'est éteint dans ma main, l'écran ne reflétant que mon visage. Ce n'était pas de la satisfaction que je ressentais. Ce n'était même pas du triomphe. C'était quelque chose de plus froid, de plus silencieux. Pas de vengeance, pas de paix, juste la confirmation finale que certaines personnes n'offrent de l'amour qu'après avoir épuisé le contrôle. Et à ce moment-là, il est déjà trop tard. Il était presque 9 heures quand j'ai entendu frapper. Je n'attendais personne. Ma maison était calme, le genre de quiétude à laquelle on s'habitue après des années à vivre avec du bruit. Un disque de jazz tournait doucement dans le coin. J'étais en train de relire des notes d'un appel client, mon vin intact sur la table d'appoint. Puis vint le deuxième coup, doux, hésitant. J'ai ouvert la porte et elle était là, Christine, les cheveux détachés, sans maquillage, une bouteille de cabernet serrée comme un traité de paix. Son manteau semblait avoir été enfilé à la hâte. En dessous, un fin pull gris, vieux mais familier. « Salut », dit-elle, essayant de paraître légère. « J'espère que je ne dérange pas. » Je ne me suis pas écarté. Pas tout de suite. Ses yeux ont glissé vers les miens. Je pensais juste qu'on n'avait pas fini la conversation. Je pensais qu'on pourrait peut-être. J'ai regardé la bouteille. Tu apportes toujours des cadeaux quand tu te pointes à l'improviste. Elle a souri faiblement. Seulement quand je pense que je pourrais ne pas être la bienvenue. J'ai fait une pause, puis je me suis reculé. Elle est entrée lentement, comme si elle franchissait un seuil sacré. L'odeur de l'hiver s'accrochait à sa peau. Elle a regardé autour d'elle comme si elle faisait un inventaire de ce que j'étais devenu. « J'aime ce que tu as fait de l'endroit, dit-elle. Tu n'es jamais venu ici avant, ai-je rétorqué. Elle a hoché la tête et a baissé les yeux. Nous nous sommes assis. Pas de musique, pas de distraction, juste deux personnes aux extrémités opposées d'un canapé qui aurait autrefois abrité tant d'histoires. Elle a versé le vin, essayant de ne pas trembler. Je sais que je l'ai dit au téléphone, commença-t-elle, mais je veux le dire ici aussi. Je ne suis pas fâché pour hier soir. Je n'ai rien dit. Elle a continué. Je comprends. Vraiment, tu as le droit de passer à autre chose. Tu as le droit de te connecter avec des gens. Je l'ai observé de près. Je ne suis pas ici pour te faire culpabiliser, a-t-elle poursuivi. Je suis ici pour te dire que je te pardonne. J'ai haussé un sourcil. Pourquoi? Pour avoir embrassé quelqu'un d'autre, pour tout ce que cette nuit signifiait. Les mots semblaient répétés, polis, comme si elle les avait pratiqués dans la voiture en venant ici. Entre deux respirations, elle a de nouveau attrapé son verre. Et si tu veux recommencer à zéro, je suis ouverte à ça. J'ai posé mon propre verre, intact. Tu me pardonnes? Ai-je demandé. Elle a hoché la tête avec prudence. Oui. Je me suis légèrement penché en avant, calme, mesuré. D'accord, dis-je. Alors je suppose que c'est à mon tour. Elle a cligné des yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Je l'ai regardé dans les yeux, clairement, sans hésitation. Je te pardonne, dis-je, d'avoir couché avec ton patron. Le souffle lui a été coupé comme si on lui avait donné un coup de poing. Ses lèvres se sont séparées, mais aucun son n'est sorti. Sa main s'est relâchée autour du verre de vin. Je te pardonne, ai-je répété, d'avoir brisé une vie en deux et de faire semblant que c'était une sorte de clarté. Sa contenance s'est fissurée alors, pas brisée, mais pliée comme du verre sous pression. Son menton a tremblé. Elle a cligné des yeux trop rapidement. Marc, a-t-elle murmuré. Je me suis levé et je me suis dirigé vers la porte. Je l'ai ouverte. J'ai attendu. Elle m'a regardé comme si elle ne comprenait plus le scénario, comme si quelqu'un avait arraché la page suivante. Je pensais qu'on pourrait peut-être. Tu m'as pardonné pour un moment, dis-je doucement. Je t'ai pardonné pour une saison. Elle se leva lentement, la bouteille toujours à la main, les souvenirs pesant plus lourd que le vin. En sortant, son souffle s'est embué dans l'air froid. Elle s'est retournée une fois, les yeux vitreux, la voix brisée.
Est-ce que ça doit vraiment se terminer comme ça? C'est déjà fait, dis-je. Puis j'ai fermé la porte. Pas avec colère, pas de manière dramatique, simplement, enfin. Le loquet a cliqué et le silence est revenu. Mais cette fois, il semblait mériter. Je l'ai entendu pleurer. Pas fort, pas théâtral, juste cette respiration silencieuse et saccadée de quelqu'un qui essaie de rester entier alors que la nuit ne le permet pas. Elle n'est pas partie tout de suite. Je suis resté dans la cuisine, les lumières éteintes, regardant la faible lueur du couloir sous la porte d'entrée. Son ombre s'est arrêtée là, immobile, puis s'est déplacée lentement sur les marches du porche, et puis, le silence. Je ne l'ai pas poursuivi. Non pas parce que je ne m'en souciais pas, mais parce que parfois, se soucier ne consiste pas à courir après quelqu'un. Parfois, cela consiste à ne pas rouvrir une porte que vous avez enfin eu la force de fermer. J'ai versé le vin qu'elle avait apporté, je me suis assis seul sur le canapé et j'ai laissé la quiétude s'installer avec moi. C'est curieux comme 5 ans peuvent porter le poids de toute une autre vie. À l'époque, je pensais que la pire partie de la perdre serait l'absence, la maison silencieuse, le vide de l'autre côté du lit. Mais ce n'était pas le cas. C'était la confusion, l'interminable et épuisant puzzle d'essayer de comprendre pourquoi quelqu'un qui vous regardait autrefois comme si vous étiez tout, ne peut soudainement plus vous regarder dans les yeux. Cette confusion me dévorait autrefois. Mais ce soir, je l'ai regardé s'éloigner. Et à sa place, quelque chose d'autre s'est installé. Pas le triomphe, pas la vengeance, juste la paix. Car quand quelqu'un vous montre enfin qui il est, quand toutes les histoires et excuses s'effondrent et qu'on vous offre la vérité, vous arrêtez de deviner. Vous arrêtez de saigner pour des questions qui n'ont jamais mérité vos réponses. Je ne détestais pas Christine. La vérité, c'est que je crois qu'une partie de moi a toujours espéré qu'elle reviendrait un jour. Pas pour arranger les choses, mais au moins pour admettre ce qui les a brisées. Et elle l'a fait. Enfin. Mais parfois, la clarté arrive trop tard. Et tourner la page, ce n'est pas toujours une conversation. C'est parfois le son de votre propre respiration, régulière et calme, après que la tempête a quitté la pièce. C'est parfois une femme qui descend de votre porche au milieu de la nuit, les larmes aux joues et une bouteille de vin à la main, réalisant que ce qu'elle contrôlait autrefois a grandi au-delà de sa portée. Et parfois, c'est juste une porte que vous choisissez de ne plus jamais ouvrir. Je m'appelle Marc. Et c'est la nuit où je ne lui ai pas seulement pardonné. Je me suis pardonné de m'être accroché. De ne pas avoir vu les signes, de penser que j'avais besoin qu'elle me dise que j'avais de la valeur. J'en avais déjà. Et maintenant je suis à nouveau moi-même. Si cette histoire a touché quelque chose de réel en vous, laissez un commentaire. Avez-vous déjà fermé une porte qui vous a presque brisé ou pardonné à quelqu'un qui ne l'a jamais demandé? Faites-le moi savoir.